Madame, Monsieur, bonsoir. L'ascension du Christ au ciel, 40 jours après la Pâque, célébration marquée par la réouverture des églises, un symbole fort donné par la communauté catholique en ce jour. Quel est justement le message qui accompagne cette célébration et quelles sont les mesures pour se prémunir du Covid? Élément de réponse à la cathédrale de Ouagadougou dans un instant. Démarrage difficile pour la campagne agricole dans le Poni, les champs encore au stade de labour ou de semis. Pour cette année particulièrement, la production risicole est privilégiée. Constat dans la province avec une de nos équipes sur place. Musulman modèle, il a choisi comme métier la couture, sa spécialité l'habillement des prêtres avec une maîtrise des figures liturgiques. Il est basé à Dissine et depuis une vingtaine d'années, son art s'impose dans le milieu religieux. Découverte ce soir de Momoni Kayo dans le dossier de ce journal. Et c'est le menu de votre 20h. Madame, Monsieur, bonsoir une fois de plus et merci de nous suivre. Des portes closes pendant 80 jours et voici l'Église catholique de nouveau apte à accueillir ses fidèles. Une réouverture qui coïncide avec la célébration de l'Ascension ce 21 mai. Ce temps marquant intervient 40 jours après la Pâque célébrée dans un contexte de crise sanitaire. Quelles sont justement les précautions prises par l'Église avec cette reprise des activités? Quel est le message porté à la communauté en ce jour particulier? Cap sur la paroisse cathédrale de Ouagadougou pour les réponses avec Sébastien Zongo. Après plus de 2 mois et demi de fermeture, les églises rouvrent leurs portes aux fidèles catholiques pour la célébration de l'Ascension du Christ. Ascendere, en latin, ça veut dire monter. Donc c'est la montée de Jésus. L'évangile nous dit que 40 jours après sa résurrection, Jésus a cessé de se manifester de façon physique à ses disciples. Et il leur avait donné rendez-vous sur la montagne de Galilée et c'est de là qu'il est monté au ciel. Tout baptisé a le devoir de vivre sa foi pleinement et de la répandre sans obliger qui que ce soit à embrasser la foi. Nous avons été des témoins de Jésus ressuscité. Le masque de protection est la chose la mieux partagée et l'application des autres mesures barrières contre le coronavirus avant et pendant la célébration n'est pas négligée. À l'arrivée, on a d'abord lavé nos mains et il fallait porter le cache-nez pour avoir accès à l'église. Et comme nous, on est choristes, on a respecté la distanciation. L'application des mesures, c'était fantastique. J'ai constaté que tout était nickel. Les places ont été marquées, chacun est à sa place, les 1 mètre. La distanciation, en tout cas, elle a été respectée. Et même au moment de la communion, j'ai constaté que les gens ont respecté aussi. Nous avons 2000 places quand nous sommes tous là ensemble. Et avec la mesure, la distanciation sociale, on ne peut pas se tenir à 2000. Donc nous avons fait des marquages pour qu'on puisse s'asseoir tout en respectant cette distanciation sociale. Ce qui réduit le nombre de personnes à l'intérieur. Et nous avons disposé aussi à l'extérieur des tentes, et des chaises et des bancs pour permettre aux gens de s'asseoir. Le cardinal Philippe Ouedraogo invite les fidèles et toute la population à ne pas tomber dans le laxisme du non-respect des mesures barrières ou l'insouciance de ne pas croire en l'existence du coronavirus. Il y en a qui ne semblent pas croire que c'est vrai cette maladie. Il faut y croire. Moi j'ai été malade, j'y crois. Je peux vous dire de croire et de faire attention. J'ai invité tous les chrétiens de toutes nos paroisses à continuer à être disciplinés, obéissants. Le pape d'ailleurs nous dit obéissance et prudence. Et continuer à être prudent, fidèle aux consignes données par les pouvoirs compétents, les autorités compétentes, le gouvernement. Et l'Église aussi a édicté des dispositions pour la bonne célébration de nos liturgies. Cette célébration de l'Ascension en communauté annonce la reprise progressive des sacrements à la paroisse cathédrale de Ouagadougou.
Un 21 mai marqué pour les sankaristes par la résistance contre l'impérialisme à travers la libération en 1983 du capitaine Thomas Sankara. Pour ce faire, les leaders du parti UNIR-PS ont inauguré le siège de la coordination de la jeunesse. Ils ont à l'occasion invité les jeunes à une plus grande mobilisation pour un rayonnement du parti. Alidou Badini et Moumouni Soubeiga. La patrie pour l'amour nous vaincrons. Une montée des couleurs nationales par la jeunesse de l'UNIPS pour commémorer la libération du capitaine Thomas Sankara le 21 mai 1983 et la résistance contre l'impérialisme. Une libération rendue possible selon la coordination de la jeunesse du parti grâce à la mobilisation des jeunes. Nous qui voulons emboîter leur pas, de résistance. Celle du 17 au 21 mai est un exemple parmi d'autres actes de résistance au Burkina Faso. Nous avons choisi celle-là parce que ça a été posé par les jeunes. Et nous, aujourd'hui, jeunes, c'est aussi notre tour de relever ce flambeau-là. La coordination nationale de la jeunesse de l'UNIPS consacre désormais chaque 21 mai, journée nationale de la jeunesse sankariste au Burkina. Et à l'occasion, un nouveau siège a été inauguré au profit de la jeunesse de l'UNIPS. Nous avons donc estimé que c'était nécessaire d'engager la jeunesse à ce genre d'engagement prôné par le leader de la révolution, le président Sankara. Et c'est une façon aussi pour nous, c'est un cas d'école. Beaucoup de jeunes ne connaissent pas par exemple cette date. Ils n'ont pas par exemple vécu cela et nous pensons que la jeunesse sankariste pourrait être le tremplin. La commémoration du 21 mai 2020 intervient à quelques mois des élections et la coordination de la jeunesse de l'UNIPS invite ses militants à se mobiliser pour l'enrôlement biométrique en cours. Les leaders de la jeunesse du parti de l'œuf appellent également l'ensemble des militants à se battre pour le positionnement des jeunes sur les listes électorales. Parlons agriculture avec un tour dans les champs et c'est dans la province du Poni que nous établissons le constat. La campagne y a un début timide avec des champs encore à l'étape de labour ou de semis au meilleur des cas. Pour cette saison, un accent particulier est mis sur la production risicole, comme le confirment les responsables agricoles de la localité. Nous voyons cela dans ce compte-rendu qui est signé Kassoum Tony et Lambert Assoma. 10 hectares en semences de maïs, 7 hectares en semences de sorgho, 1 hectare de niébé et de l'igname. Voici les prévisions de ce producteur de Périban au cours de cette campagne agricole. Mais en attendant, il prépare le terrain. On est en train de couper les feuilles pour brûler pour que ça soit propre pour les labours. Voilà, donc en plus de ça, on est en train de déposer le fumier organique pour pouvoir améliorer en tout cas d'autres parcelles qui sont un peu pauvres. Kuntite Oloyen et ses enfants échangent sur les travaux à faire dans l'exploitation familiale. Nous sommes dans le village de Poniro, dans la commune de Kamti. Ici, on est au stade des labours et ce paysan compte produire en variété améliorée du maïs, du niébé et de l'arachide. Mais il réserve une portion pour une ancienne variété de sorgho. La semence que j'utilise est celle de mes ancêtres. Je ne peux pas l'abandonner et utiliser une nouvelle semence. C'est ce sorgho que j'utilise pour mes sacrifices. Si je commence les semis assez tôt, le rendement est bon et cette ancienne variété de sorgho donne un goût spécial au boulot. Cette année, la soixantaine d'exploitants du bas-fond de Gorogorona, d'une superficie de 20 hectares, disent être en avance par rapport à l'an passé à la même période. Le travail que nous faisons, c'est le labour. Il y a d'autres aussi qui ont fini de labourer et ils sont en train de concasser. Essentiellement, c'est le ripadis qu'on produit. Il y a la TRCD, la RKR19 et Aurelius. C'est les 3 semis qu'on a. Justement, cette année, un accent particulier est mis sur la production locale de riz qui devra passer du simple au double dans la province de Poni. Alors, l'année passée, nous étions à 3000 tonnes. 3000 tonnes. Et cette année, nous sommes venus à plus de 7000 tonnes comme production attendue.
En fin de saison, les productions suivantes sont attendues. 117 463 tonnes de céréales, 8 755 tonnes de cultures de rente et plus de 30 000 tonnes d'autres cultures vivrières. Une production risicole aussi encouragée dans le Nayala. Plus de 2000 hectares de bas-fonds y sont prévus pour les producteurs. Pour l'instant, 1300 hectares sont aménagés et prêts pour l'exploitation. C'est ce qui ressort de la visite conjointe du projet d'appui à la promotion des filières agricoles et de la direction régionale de l'agriculture. Claude Ouedraogo et Karim Ouedraogo. Dans le village de Massako, c'est un bas-fond risicole de 10 hectares couplé à un périmètre maraîcher de 2 hectares qui est aménagé. Ici, 46 femmes et 18 hommes vont se lancer dans la production du riz. Comme ce village, Bouna, Siena et Kossé ont reçu la visite de la délégation du projet d'appui à la promotion des filières agricoles PAFA et de la direction régionale en charge de l'agriculture. Il n'y a que des motifs de satisfaction parce qu'à près de 90%, les ouvrages ont été réalisés et nous sommes dans la dynamique de la mise à disposition des intrants pour pouvoir assurer une production tant sur les bas-fonds que sur les périmètres maraîchers pour ce qui va concerner la campagne sèche pour la production maraîchère. L'aménagement de ces bas-fonds par le PAFA répond à l'initiative présidentielle 1 million de tonnes de riz pour la campagne agricole 2020-2021. L'appel que nous leur lançons, c'est de tout mettre en œuvre pour s'organiser, pour suivre les itinéraires techniques que les agents vont leur conseiller afin que nous puissions avoir les rendements escomptés. Je rappelle que sur ce genre de site, nous pouvons aller jusqu'à 5 tonnes à l'hectare de riz. Les entreprises en charge des travaux d'aménagement enregistrent des retards et le coordinateur national du PAFA les invite à accélérer pour livrer les sites de production de riz dans de meilleurs délais. Et en attendant la disponibilité des récoltes burkinabé, le Japon offre 7000 tonnes de riz à l'État. Le don est chiffré à plus de 2 milliards de nos francs et devrait permettre de soulager les personnes les plus démunies. La remise est intervenue ce 20 mai en présence de Rasmane Zundi et Sébastien Zongo. 7150 tonnes de riz dans les magasins de la Société nationale de gestion de stock de sécurité alimentaire, SONAGES. C'est un don du peuple japonais pour soutenir celui du Burkina à faire face aux défis alimentaires exacerbés par les crises sanitaires et sécuritaires avec près de 800 000 déplacés internes. Il est destiné à l'aide directe aux plus démunis, mais aussi à financer des projets de développement à la base. Une partie de cette aide, notamment plus de 5000 tonnes, sera monétisée, c'est-à-dire sera vendue pour pouvoir permettre d'avoir de l'argent qui va être mis dans les caisses de l'État pour le financement de projets de développement au Burkina Faso ici. Une partie sera donnée aux personnes vulnérables à travers l'action sociale pour permettre d'aider et même ceux qui sont les déplacés et tout par rapport à ça. Évalué à près de 2,5 milliards de francs CFA, il s'inscrit dans le cadre de l'aide alimentaire, devenue une habitude dans la coopération entre le Burkina Faso et le Japon. Cette coopération-là a été signée lors de la visite de son Excellence Monsieur le Président au Japon il y a 1 an et demi. Et normalement, nous contribuons à 3 millions de dollars américains, mais grâce à la visite et à l'entretien entre son Excellence Monsieur le Président et notre Premier ministre Abe, nous avons ajouté encore plus. Le geste est un signe d'amitié et de résilience dans la philosophie du samouraï, celle de donner une épée de la main droite et de l'argent de l'autre, selon l'ambassadeur nippon, bientôt en fin de mission au Burkina Faso. D'autres dons également ont été enregistrés en cours de semaine et interviennent dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Près de 26 millions offerts par le cadre de concertation regroupant 21 sociétés d'État. Un geste appuyé par celui de la communauté Yoruba, du matériel et une enveloppe, le tout estimé à 4 500 000. Les développements avec Urbain Benito Somé et Amandine Lalsaga.
Le cadre de concertation des sociétés d'État remet ici sa contribution à la lutte contre la maladie à coronavirus. Il met à la disposition du ministère de la Santé un chèque de 25 950 000 francs CFA. Notre geste vient en réponse à l'appel du chef de l'État qui a demandé en tout cas à tout Burkinabé de contribuer en tout cas à lutter contre la pandémie à coronavirus. Et le cadre de concertation d'État, c'est un cadre qui regroupe l'ensemble des sociétés d'État et ne pouvait pas rester les bras croisés. La communauté Yoruba est également solidaire des agents de santé. Elle remet au département dirigé par Claudine Lougué du matériel de protection estimé à 3 500 000 francs CFA et un chèque d'1 million de francs CFA. Nous sommes venus apporter notre soutien au gouvernement, au ministère de la Santé, notre modeste contribution. Nous ne pouvons pas se mettre à l'écart de ce combat qui nous encombre tous. Recevant ces dons au nom des autorités sanitaires, le docteur Narcisse Naré, chargé de mission du ministère de la Santé, remercie les donateurs pour leur apport au plan national de riposte. La société minière Oxgold met plutôt l'accent sur du matériel médical de première nécessité, du matériel estimé à plus de 9 millions pour soulager les malades souffrant de Covid dans la région de la boucle du Mohona. Détail avec Yves Rwamba et Aïcha Dianda. Des moniteurs de surveillance, des nébulisateurs complets, des blouses de consultation et des bavettes, entre autres, c'est le matériel remis par la société minière Oxgold Sanou au comité régional de gestion des épidémies de la boucle du Mohun. Une solidarité qui va permettre de lutter contre la maladie à coronavirus dans la région. Ce don est composé du matériel médico-technique, du matériel de prévention au profit des services de santé et également des équipements qui pourront quand même soulager si toutefois il y a des malades atteints du Covid-19 au niveau de la région de la boucle du Mohun. Nous profitons aussi également de lancer un appel à toutes les bonnes volontés parce que vous avez constaté un peu partout dans notre pays que depuis l'appel de son Excellence, de M. Marc Christian Kaboré, le président du FASO, à la solidarité nationale, les dons et dans le cadre de la lutte de cette maladie se font sentir un peu partout. Et ce matin, la société minière aussi a emboîté le pas et nous lui disons merci. Ce matériel estimé à plus de 9 millions de francs CFA est accompagné d'une somme en espèces de 2 millions de francs CFA. Des ouvrages de franchissement pour faciliter la mobilité des riverains à l'approche de la saison pluvieuse. C'est à cela que s'est engagée la municipalité de la ville de Bobo. Le 19 mai dernier, le maire et son équipe ont entrepris une tournée sur les chantiers. La première sortie les a conduits dans les villages de Wolokoto et Pala pour constater l'état d'avancement des ponts en construction. Le point avec Kassoum Milogo et Kadou Romainaki. Cette sortie de l'autorité communale a pour objectif d'encourager les techniciens sur le terrain et aussi de constater de visu l'évolution des travaux. À Olonkoto, nous avons l'assurance des travaux sont à 82%. Donc c'est suffisamment avancé à ce niveau. Par contre ici, on a connu des difficultés qui ne sont pas tous à mettre en tout cas sous le dos de l'entreprise. Je pense que c'est partagé. Il y a la nature du terrain, il y a eu beaucoup d'autres difficultés. Nous n'avons pas pu faire bouger, compte tenu du contexte, les dossiers de paiement, à savoir l'avance de démarrage que l'entreprise n'a pas eu. De l'avis du maire central de Bobo Dioulasso, ces difficultés ont déjà trouvé solution. Et eu égard à la dangerosité de ces zones, surtout en saison de pluie, il a exhorté les entrepreneurs à accélérer les travaux pour une livraison des infrastructures dans des délais acceptables. Son nom, Momoni Kayo, sa profession et passion, la couture. Musulman modèle, il s'est pourtant spécialisé dans la confection des tenues pour hommes d'église, fait curieux. Et depuis une vingtaine d'années, Momoni excelle dans son art, tant et si bien qu'à Dissine, dans le sud-ouest où il est basé, il a réussi à s'imposer auprès des prêtres. Partons à sa découverte dans ce dossier signé Elvis Twina et Romuald Patrice Toui.
C'est un habit liturgique porté par les prêtres catholiques lors des célébrations eucharistiques. On l'appelle djinwa en langue nationale d'Agara. Chose curieuse, la confection de cette tenue est l'affaire d'un non-habitué des signes de croix, Moumouni Kayo. Cet homme habille les prêtres de la région depuis une vingtaine d'années. Tous les prêtres là qui chantent, qui changent là, c'est moi qui fais leur djiwa là, tout. Même leurs habits là, c'est moi qui coûte comme ça là au bal, d'Agarbala là, c'est moi qui coûte tout seul. Tous les prêtres, jusqu'à Djebou, Dano, tout ça là. Le djiwa est un habit totalement liturgique. Ce que Moumouni a pu faire, M. Kayo, c'est de réussir à broder des motifs religieux sur un pagne traditionnel comme ça. C'est pas évident. Le travail de Papa Kayo, comme il est affectueusement appelé ici à Dissine, est très bien apprécié par la communauté ecclésiastique. Les prêtres ne manquent pas d'éloges à l'égard de ce couturier original. De toutes les promotions qui se sont succédées, on a tellement vu de motifs, tellement vu de broderies, et puis c'est lui qui a quand même réalisé tout ça. Vraiment, on salue son application au travail, son esprit de créativité, son endurance. Je crois qu'une action comme celle-là, elle est tellement manifeste qu'un musulman qui écoute des boubous d'Agara pour des motifs encore religieux où les boubous sont portés pour célébrer la messe au vu au su de tout le monde. Je crois que c'est un exemple, vraiment un excellent exemple d'interculturalité, de dialogue interreligieux. Bien que de confessions religieuses différentes, Moumouni Kayo et ses partenaires d'affaires entretiennent une parfaite collaboration, une amitié sincère. C'est donc tissé entre lui et ses clients. Les prêtres là, en tout cas, tous ce sont de mon ami. Franchement, même le monseigneur à Gawala, c'est mon nom. Moi, je ne peux pas dire qu'il y a quelque chose entre nous. Non. Même si ce n'est pas aujourd'hui, quand je suis fatigué comme ça, là, des fois, on s'assoit à bar, on boit, on mange ensemble. Si on est fêtes là-bas, moi je pars là-bas, on fait tout ça ensemble. Il n'y a pas de problème entre nous. C'est un bel exemple de coexistence pacifique qui se dégage des rapports entre Papa Kayo et ses amis prêtres. Une interpellation à plus d'acceptation de l'autre, à beaucoup plus d'humilité et d'humanisme pour un monde meilleur. Moins de 10 000 patients du Covid à traiter en Italie et plus que 700 en soins intensifs. Une nouvelle réjouissante qui permet à la vie de reprendre son cours. Les restrictions sont progressivement levées et les voyages bientôt autorisés à compter du mois de juin. En Italie, les hôpitaux respirent de mieux en mieux. Pour la première fois depuis le 15 mars, le nombre de patients traités est passé sous la barre des 10 000 mardi. Une tendance qui se confirme en soins intensifs. Ils ne sont plus que 716, loin des 4000 personnes du 3 avril dernier. À l'extérieur et depuis le lundi 18 mai, les bars, restaurants, magasins ou coiffeurs ont pu rouvrir leurs portes. Les restrictions de déplacement sans autorisation au sein d'une même région ont également été levées. Cependant, les règles sanitaires restent de mise. Le port du masque est encouragé, obligatoire dans les endroits clos. Le tourisme aussi relance son économie. Les locaux peuvent profiter des musées et sites touristiques exceptionnellement calmes, comme ici au parc archéologique du Pestum. La réouverture ne signifie pas un retour immédiat de l'économie. Les revenus seront faibles, mais nous travaillons sur le tourisme local pour la communauté et notre territoire. Nous relançons tous les projets liés à la mission sociale du musée. Le parc profite de cette faible affluence pour faire venir des enfants atteints de troubles du spectre autistique et ainsi perdurer une longue tradition d'accueil d'événements spécifiques. Mais malgré une réouverture dès le mois de mai des différents sites, le tourisme ne sortira pas indemne de cette pandémie. En Sardaigne et dans tout le pays, la perte estimée s'élèverait à 2,5 milliards d'euros. Rôle des coutumiers et religieux dans un État laïque. C'est par ce thème que le débat s'invite sur votre petit écran ce soir. C'est à travers l'émission Controverse et nous retrouvons Simon Gongo depuis le studio Production. Bonsoir Simon. Bonsoir Ruth, bonsoir à tous. Vous l'avez dit, ce soir nous parlons donc du rôle des religieux et coutumiers dans un État moderne
et laïque. Vous avez suivi, Ruth, avec nous, cette polémique née de l'option des autorités, de laisser les autorités religieuses, par exemple, prendre la décision de fermer les lieux de culte lors des décisions anti-Covid. Il n'en fallait pas plus pour que certains citoyens parlent de démission de l'autorité politique, mais en réalité, quelle devrait être la place de ces autorités coutumières et religieuses? C'est le débat que nous posons ce soir. Et avec nous, donc, nous aurons des représentants des organisations religieuses, des coutumiers, nous aurons aussi l'administration qui sera là. Et puis, Ruth, il y aura un philosophe en trouble fait. Et tout cela, c'est tout à l'heure à partir de 21h. Restez donc sur la RTB, c'est ce qui referme le journal de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis et à demain, Dieu voulant. Rendez-vous tout à l'heure à 21h pour Controverse.